Ouais, une matinale VIP tout à fait exaltante, on peut le dire. On parle du protestantisme et on essaye de... Ouais, oui. Exaltant. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est bien un petit peu d'autodérision au passage. Et du coup, on vous propose une sorte de bilan, mais sous forme de carte. On essaye de vous projeter dans les réalités protestantes locales en vous décrivant un petit peu les vies et les histoires et les communautés qu'on a la joie d'accueillir ce matin sur notre plateau en direct. Donc, je le rappelle, hein, pour ceux qui nous rejoignent, nous avons avec nous Patricia René-Régé, vice-présidente de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Également Joël Etcheverry, qui est major de l'Armée du Salut à Strasbourg. Également Michel Schneider, pasteur de l'Épi à la Méno et président du Conseil national des évangéliques de France 67. Et enfin Rudy Pop, pasteur du Temple Neuf et président du Conseil protestant de Strasbourg. Voilà des étiquettes, des organismes, etc. Mais voilà, j'aimerais vous interroger sur ce qui se cache derrière et découvrir un petit peu vos parcours et sur aussi notamment comment est-ce que vous en êtes arrivé à prendre ces fonctions, à devenir qui vous êtes aujourd'hui et ce que vous représentez aujourd'hui. Alors ça fait grande question et vraiment je vous laisse très libre de répondre, que ça soit une histoire lointaine ou une histoire peut-être proche. Rudy Pop, on peut commencer peut-être par vous. Disons que la raison d'être pasteur nous échappe toujours un tout petit peu, je trouve, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la réalité de la vocation. On se fait pas pasteur, mais on est appelé à devenir à un moment. Et donc, j'insiste un peu peut-être dans mon histoire personnelle sur le fait que je suis issu de plusieurs communautés aussi, n'est-ce pas, de plusieurs vécus communautaires à différents endroits. Donc moi je suis un transfrontalier. J'ai grandi en Allemagne dans un luthéranisme bien rural, avec la petite église, etc. Avec donc une éducation évangélique, parce que j'ai grandi dans un mouvement qui s'appelait Décider pour Christ, hein, qu'il fallait, ça dit ce que ça veut dire, il fallait prendre une décision, et donc j'ai toujours aimé cette réalité, en fait, personnellement, n'est-ce pas, d'un lieu d'église où ça se passe d'une certaine manière, avec un lieu d'église où ça se passe totalement différemment à côté. Ce que je vis encore aujourd'hui, n'est-ce pas, si je traduis directement dans ma réalité vécue d'aujourd'hui, c'est que au Temple Neuf, dans ce lieu où je vis aujourd'hui, il y a des manières d'être assemblés, se retrouver, qui sont complètement différentes, et on le cultive. Moi, je le cultive aussi personnellement. Par exemple, n'est-ce pas, dans le fait, c'est tout à fait banal, que le culte dominical, il change de dimanche en dimanche, hein. La liturgie est toujours une autre de dimanche en dimanche. Et puis, bien sûr, l'assemblée du vendredi soir, une assemblée œcuménique au Temple Neuf avec la paroisse de la cathédrale. Pour moi, ça, c'est une réalité personnellement qui vraiment m'a toujours nourri et qui me nourrit aujourd'hui, d'être même personnellement, vraiment dans une multiplication, hein, j'allais dire, des rencontres, d'être dans une forme aussi peut-être de recherche, parce que ça veut dire que rien n'est arrêté, n'est-ce pas? Il y a pas la forme définitive. Moi, j'ai pas la vérité infuse parce que je suis le pasteur, etc. Je suis là pour un temps. Je suis dans un lieu qui coexiste avec d'autres lieux, etc. Pour moi, c'est peut-être le vécu personnel, je dirais, le plus nourrissant. Oui. Merci beaucoup. Michel Schneider, donc on le rappelle, hein, vous êtes pasteur de l'Épi, donc une église pentecôtiste à la Méno. C'est, sauf erreur, la plus grande église évangélique du Bas-Rhin. Oui. 700, 800 membres, plus encore? Oui, on ne sait pas exactement combien on est, oui, parce que de dimanche en dimanche, il y a beaucoup de turnover, et puis on se demande toujours combien on est. Donc on a un fichier pour répertorier un petit peu les uns les autres. Ça facilite pour les visites, par exemple. C'est intéressant. Alors moi, mon parcours, je l'ai dit tout à l'heure, je suis luthérien d'origine. Et ce qui donne des racines à une vie, hein, un ancrage, apprenant par exemple le catéchisme de Martin Luther en français, en allemand, c'est quelque chose qui est très fort et qui donne vraiment un ancrage spirituel dans une vie.
Et en même temps, il y a les ailes de l'autre côté, avec la découverte de la mission, avec Jeunesse en Mission, où j'ai pas mal voyagé, ce qui permet d'avoir un aperçu un petit peu de tout ce qui peut se vivre dans d'autres pays, dans d'autres cultures. Et je crois que ça, c'est tout à fait intéressant. Et ça m'a, je pense, prédisposé à être pasteur de l'Église internationale. Pourquoi internationale? Ça fait peut-être un peu pompeux, mais c'est une réalité. Nous avons plus de 60 nationalités à l'EPI. Et faire cohabiter tout le monde sous le même toit, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, mais c'est un défi que nous relevons ensemble pour créer ensemble une famille spirituelle dans laquelle chacun peut trouver sa place. Alors oui, donc la question d'être pasteur, ça nous échappe toujours un petit peu. Pourquoi pasteur, etc. Et je pense que j'ai simplement répondu à un appel intérieur et encouragé par les collègues autour de moi qui m'ont donné la possibilité d'exercer mon ministère. Donc j'ai toujours eu à cœur d'être rassembleur, fédérateur, et ça a été sans doute perçu par les collègues autour de moi comme quelque chose de positif. Et ensuite, on m'a confié donc la responsabilité, mais que je partage en équipe. Et j'aime à dire que lorsqu'on réussit, c'est toujours le fruit d'un travail d'équipe et non jamais le travail d'une personne toute seule. Et du coup, vous êtes en poste, justement, en tant que pasteur à l'EPI, l'Église Pentecôte internationale de Strasbourg, depuis combien de temps? Alors, ça fait 20 ans. 20 ans, d'accord. 20 ans. Ok. Et la retraite est pas loin? La retraite n'est pas loin, mais ça sera une retraite administrative. Et aussi longtemps que les collègues souhaitent que je sois avec eux, bien, je les accompagnerai. D'accord, ouais. Une retraite qui ne sera pas de tout repos. Joël Etcheverry, major de l'armée du salut à Strasbourg. Alors, je ne vais pas redire ce que les collègues ont déjà dit, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tombe un peu dessus, comme une vocation peut surprendre parfois. Alors moi, j'ai pas de vocation à être pasteur, c'est pas mon cheminement. À l'armée du salut, on n'est pas... alors major, on a dit tout à l'heure, c'est pasteur. En fait, c'est pas tout à fait exact. C'est une vocation de mise à disponibilité, enfin, de disponibilité. Et dans notre parcours, je dis notre parce que c'est avec mon épouse, voilà, on était à deux, on a fait le choix à deux. C'est issu d'une expérience spirituelle forte où, à un moment donné, il y a nos vies, on ne va pas rentrer dans le détail de nos vies, mais voilà, simplement, à un moment donné, il y a une rencontre qui est quasiment tangible avec Dieu. Et on a dit à Dieu, bah, écoute, on se met à disposition pour vivre à 100% pour toi. Il s'est trouvé que dans nos boulots, on pouvait être pas tout à fait à 100%. On a dit, ben non, ça nous va pas d'être... Mon épouse était conducteur de travaux, moi j'étais musicien d'orchestre symphonique sur Paris. Et ça nous allait pas, parce que c'était pas comme ça qu'on entendait les 100% pour Dieu. Et on n'avait pas la possibilité d'être réellement disponible. Donc on connaissait l'armée du salut par le chemin personnel. Et donc on a posé notre candidature et c'est avéré que c'était le chemin qui a été pris. Mais on n'a pas... donc on a suivi les formations, mais l'idée c'était d'être disponible à ce qui était... possible, en tout cas pour nous c'est comme ça qu'on le formule, mais c'est aussi comme ça, c'est pour ça qu'on n'a pas le titre de pasteur, mais d'officier de l'armée du salut. On exerce aujourd'hui un travail particulier dans lequel on a un poste pastoral qui est une grosse partie de notre temps. Ça n'a pas toujours été le cas, on a dirigé un centre social, on a dirigé différentes communautés. Voilà, donc c'est chaque fois un petit peu l'évolution des choses. Notre formation à l'armée du salut est une formation théologique et sociale, mais je dis souvent, je suis au pasteur ce qu'un secouriste est au chirurgien. Donc voilà, nous on s'estime être juste des secouristes spirituels, voilà. Mais c'est... Qu'est-ce qu'il est, le sécuriste socio-chirurgien Non, mais voilà, nous c'est... si tu veux, celui qui vient après et qui sauve le demi-mort, là, que laisse le chirurgien. Voilà, nous on fait les premiers pas, les premiers gestes de secours, et puis après on laisse les chirurgiens s'occuper de la réparation. Plutôt dans ce sens. Voilà. Non, c'est pas péjoratif, au contraire. Non. Et donc voilà, c'est un chemin que l'on vit à deux avec mon épouse. Donc on est tous les deux maintenant en poste de responsabilité sur Strasbourg. On est nommé à deux avec une fonction double. Donc on est collaborateurs. Donc je parle pas en mon nom tout seul, je parle au nom aussi de ma collaboratrice directe, qui est mon épouse. C'est vrai que j'imagine que c'est des engagements qui impliquent une famille.
voilà, c'est Oui, le je type pense de que métier c'est qui n'est pas neutre. souvent l'avis de tous les pasteurs, où c'est pas toujours, mais souvent le conjoint est impliqué. Volontairement ou pas. Nous, c'est déclaré comme ça, c'est officiel. On est mutés ensemble, on a une mutation au même endroit à chaque fois, c'est cool. Tant mieux. Ça, c'est appréciable. L'avantage du métier. Surprenant. Très bien, merci beaucoup. Patricia Roner-Égé, donc vice-présidente de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, et également, on le rappelle, directrice de la médiathèque protestante qui est quai Saint-Thomas à Strasbourg. Donc votre parcours. Alors moi j'ai un parcours un peu... Alors moi je suis pas pasteur déjà, je pense que je suis pas assez patiente pour être pasteur. Je pense que c'est un métier où il faut être patient. Et moi je suis trop impatiente, même si je me soigne en vieillissant, mais je pense que j'aurais pas pu faire ce métier. Mais j'ai fait de la théologie quand même, parce que moi c'était quand j'étais adolescente que j'ai décidé de donner ma vie à Dieu, enfin je ne savais pas ce que ça prendrait comme forme, mais il y a eu quelque chose d'assez fort en moi en disant c'est ça que je veux faire, en sachant pas ce que ça donnerait. Et en fait, j'ai eu plusieurs parcours de vie. J'ai d'abord passé 10 ans à m'occuper de mes enfants avec un mari qui lui travaillait dans la communication. Je regrette pas du tout ces années où j'ai vu grandir mes filles et où j'ai eu du temps pour elles. J'étais très jeune et il y a eu une rupture dans ma vie. Le papa de mes enfants, donc mon premier mari, s'est tué dans un accident de voiture. Et je me suis retrouvée veuve à 29 ans avec 3 petits. Donc c'est un peu le tsunami, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été prise en charge C'était un accident du travail. J'ai été prise en charge par la sécurité sociale. Donc moi, je suis heureuse de payer des impôts. Je suis heureuse de participer à la solidarité nationale parce que j'en ai bénéficié pendant de longues années et que sans ça aurait été très compliqué de continuer à vivre avec 3 enfants. Mais ça m'a permis de me mettre à disposition d'associations de manière bénévole parce que j'étais prise en charge par ailleurs. Et j'ai déménagé à Marseille où j'ai travaillé pour un théâtre protestant pendant une dizaine d'années. Je ne sais pas si vous connaissez la troupe SketchUp, le Parvis des Arts. On a rénové un ancien temple protestant. On l'a transformé en théâtre et en centre culturel. Et ça a été une très très belle aventure avec justement des manières de parler de la foi qui étaient très créatives et très différentes d'un sermon ou d'un culte. Ça touchait un public complètement différent. Donc ça a été 10 autres années de travail à Marseille. Et ensuite, j'ai rencontré mon deuxième mari qui est toujours strasbourgeois, qui est musicien. Et j'ai déménagé à Strasbourg à ce moment-là avec mes enfants. Lui avait des enfants aussi. Et là, il y a des portes qui se sont ouvertes. C'est-à-dire que j'étais journaliste parce que je m'occupais aussi en plus du théâtre, je m'occupais d'un journal qui s'appelait Pluriel. On m'a demandé un premier article pour Le Messager, qui était, qui aujourd'hui s'appelle Le Nouveau Messager, mais qui était le journal de l'Église. On m'a demandé un premier article, on m'en a demandé un deuxième, on m'a demandé d'être dans le comité de rédaction. Et quelques années après, j'étais rédactrice en chef. Là aussi, ça a duré une bonne dizaine d'années. Et puis, Christian Albecker, que je connaissais parce qu'il était abonné au premier journal dont je m'occupais, quand il est devenu président, m'a demandé d'être sa vice-présidente. Voilà. Et je me souviens encore que quand il m'a posé la question, je me suis retournée en me disant, mais il me parle, est-ce que c'est vraiment à moi qui parle? Parce que j'étais surprise, parce que je ne me voyais pas du tout dans cette fonction. Donc en fait, moi j'ai l'impression que dans ma vie, des portes se sont ouvertes, à chaque fois au moment où il fallait. Et sans penser, j'ai absolument aucune vision de carrière. Enfin, je veux dire, je me suis laissée porter et j'ai franchi ces portes et à chaque fois, j'ai eu le sentiment d'être à ma place. Et aujourd'hui, je suis à la médiathèque parce que j'avais fait 12 ans de journalisme et je trouvais qu'il fallait que je tourne une page. Et aujourd'hui, je suis dans les livres, dans le conseil sur les livres, les films, les BD, et j'adore ce que je fais. Et je pense qu'à la vice-présidence, je suis à ma place. Enfin, en tout cas, je pense que je fais un bon tandem avec mon président. Voilà.
c'est un peu mon parcours. Oui, c'est toujours, je trouve très intéressant de voir le rétroviseur hein, et ces paliers qui se dessinent. Ouais, et puis de se rendre compte quand on regarde en arrière qu'il y a une cohérence qu'on ne voit pas du tout quand on est le nez dans le guidon. Ouais. Mais quand on se retourne, on se dit finalement. C'est ce que j'allais dire aussi en écoutant l'histoire de Patricia, c'est que quand on regarde dans le rétroviseur, on a le sentiment qu'il y a comme une logique dans un parcours. Alors, sur le coup, on ne s'en rend pas trop compte, mais quand on regarde dans le rétroviseur, on se dit, oui, c'est cohérent.